projet lui-même, il en est question depuis le 19e siècle. Depuis le grand moment où, à la fin du 19e siècle, la Troisième République, la République nouvelle, veut assurer la démocratie dans les transports en desservant les régions les plus défavorisées qui avaient été négligées par la grande politique du début du siècle et qui sont surtout les régions de montagne du sud de la France. Alors dès ce moment-là, il est question entre autres d'une transversale qui couperait le Massif central allant de la vallée de la Loire à la vallée du Rhône, à partir du Puy jusque vers Valence. On en parle sans arrêt et ça ne se réalise pas. Historiquement, il y a toujours eu beaucoup de relations entre notre région, ici la Haute-Loire, qui est une région de plateau, d'altitude, d'herbage, de forêt, et la région d'Aubenas, qui est une région méridionale avec des vignes, des châtaignes, etc. Et donc il y a toujours eu des relations très importantes. Le transport à l'époque se faisait par des grands convois muletiers avec des mulets qui remontaient les vins de l'Ardèche, qui remontaient ici. Et inversement, les gens de la Haute-Loire descendaient le bétail là-bas dans l'Ardèche. Donc c'est une voie historique et économique. Ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles on voulait faire passer cette ligne par la montagne. En gros, le train jusque-là avait suivi les vallées. C'était sa voie de pénétration. Mais il ne s'était pas beaucoup aventuré dans les montagnes, parce que ça, c'était un autre problème. On pensait qu'en faisant pénétrer le train dans ces montagnes, on allait amener le progrès. Voilà où on en était à l'époque. Mais c'était une politique des élus locaux plus que nationale, parce qu'on ne peut pas quand même faire arriver le train partout. Et il fallait savoir si un train qui pénétrait dans ces montagnes, malgré tout assez peu peuplées, allait être rentable. Bon, pour les gens d'ici, oui, la réponse était oui. Mais la vérité, hélas, la suite a montré que ce n'était pas forcément vrai. Je crois qu'à cette époque-là, le projet, c'est une carte, et sur la carte, il y a un itinéraire, c'est tout. Je crois qu'à cette date-là, le projet n'a pas été avancé parce que déjà, on voit quand même que ça va être extrêmement coûteux. Que le relief va imposer des coûts considérables, dépassant même la moyenne des coûts habituels. Alors le projet n'est pas écarté, mais il est ajourné plusieurs fois. Les élus locaux, le conseil général, les sociétés savantes, les conseils municipaux des deux côtés faisaient pression, réclamaient une ligne qui passerait par le Puy et franchirait les Cévennes par la montagne. Bon, le gouvernement, à l'époque, avait tenu bon, avait résisté. Mais en 1902, je ne sais pas sous quelle pression, finalement de guerre lasse, on peut dire de guerre lasse, il a confié au PLM l'étude d'une ligne qui passait par le Puy et traversait la montagne. Voilà exactement comment ça s'est passé. On peut dire ça, c'est un petit peu de guerre lasse, voilà. Parce que vraiment la pression locale avait été très forte. À partir de là, les choses sont quand même allées assez vite, puisque en 1904, le PLM avait étudié son projet. C'était un ingénieur qui s'appelait Paul Séjourné, un polytechnicien, un grand homme on peut dire, qui a présenté son projet de ligne, qui a été le projet finalement retenu. Alors bon, on a commencé, c'est assez curieux, avant la guerre de 14, vers 1911, on a commencé par s'attaquer au tunnel. Des deux côtés, parce que bon, c'est un peu maintenant comme quand on fait une route, on commence souvent par faire les ouvrages d'art avant, parce que ça demande plus de temps, il faut que le béton tire, etc. Bon, là, les tunnels, on a commencé côté Ardéchois par percer le grand tunnel de Saint-Cyrgue, qui fait 3 km 600, qui à l'époque était le plus long tunnel de France. Et côté Haute-Loire, on a commencé par le tunnel de Présailles, qui est de ce versant-là. Bon, pourquoi les tunnels? Parce que c'était long, hein, et puis déjà, bon, il fallait beaucoup de monde. Dans chacun des deux tunnels, il travaillait à peu près 1500 personnes. 1500 personnes, on travaillait 24 heures sur 24. Et évidemment, à l'époque, bon, la Haute-Loire n'était pas très riche, l'Ardèche non plus. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté leur ferme pour aller travailler à la ligne.
Les wagons sont en charge, gai compagnons. Les wagons sont en charge, gai compagnons. Faudra les décharger, compagnons de minage. Faudra les décharger, compagnons terrassiers. Voilà Trunel qui arrive, gai compagnons. Voilà Trunel qui arrive, gai compagnons. À boire et à manger, compagnons de minage. À boire et à manger, compagnons terrassiers. C'est après la guerre 14-18, après 1920, que le projet prend une certaine consistance. Au moment d'ailleurs où, je dirais, l'ère du chemin de fer est passée. Et c'est ce qu'on ne comprend pas à ce moment-là. À partir de la guerre 14-18, la grande époque du chemin de fer est terminée. On ne peut faire maintenant que des rajouts, des raccords. L'automobile grandit sans arrêt et l'automobile est mieux adaptée que le chemin de fer à nos régions montagneuses, surtout à ce relief transversal qui est un relief en saut de mouton. Dans le sens nord-sud, il y a encore moyen il y a de grands axes à cause de l'Allier et de la Loire, et moyennant quelques défilés, quelques gorges, mais dans le sens est-ouest, il faut sans cesse monter, descendre, Donc, le chemin de fer est gêné par les données géographiques et par l'époque aussi. Ce qu'il y a d'amusant, c'est que je pense que l'automobile est allée très vite. Quand mon père est parti à la gare de 14, il est parti avec la diligence pour prendre le train au puits. Mais pour revenir, en 1919, il y avait déjà un véhicule automobile qui reliait le puits au Monastier. Et il voulait monter un garage dans la forge de mon grand-père, mais il n'avait pas d'argent. Comme il n'avait pas d'argent, il part dans le sud tunisien, il va travailler dans une mine de phosphate comme tourneur. Et il va gagner 460 francs or, j'ai encore le diplôme qui est dans le salon. Il gagne 460 francs or, et avec cet argent-là, il veut transformer la forge en garage. Parce qu'il voit tout de suite que la ligne de chemin de fer va amener du travail au pays. Et quand mon père s'est installé, il y avait 3 voitures. Il y avait le père Arcis, qui était l'usine électrique. On était le premier village de la Haute-Loire à être électrifié grâce à ce bonhomme. Il y avait le père Terrasse, qui était le patron de la filature, des moulinages qui sont en dessous du Monastier. Et un docteur Ollier, qui avait une de John Mouton. Il y avait 3 voitures. Mon père en achète une. Il achète une Ford T et il s'installe comme greffier avec 4 véhicules. Mais ce qui va lui amener du travail, c'est les lignes de chemin de fer. L'opinion publique continue à souhaiter qu'il y ait une ligne de chemin de fer, que cette région soit desservie par chemin de fer. Alors à ce moment-là, la Haute-Loire a la chance d'avoir un homme politique qui s'appelle Laurent Hénac. Il a fait des études brillantes au lycée du Puy, une licence en droit à Paris, et à peine licencié en droit, il s'inscrit au barreau du Puy et il est élu en 1914 député de la Haute-Loire. Député, à ce moment-là, il y avait 4 circonscriptions, député de la circonscription sud, à laquelle appartient le Monastier, et la circonscription qui est directement touchée par ce projet de chemin de fer. Alors, arrive la guerre, qu'il fait d'ailleurs courageusement, donc pendant des années pas question. En 1920, il est réélu député, et à partir de 1923, il devient ministre plusieurs fois, et notamment, à une date que vous trouverez, il devient ministre des Travaux publics. Les travaux publics, les chemins de fer dépendent de lui. Alors à ce moment-là, il active le projet. Déjà mes grands-parents avec les parents de Laurent Hénac étaient très amis, et mon père était très ami avec Laurent Hénac. Ils étaient des gens du même parti,
Déjà, ils avaient le même parti politique. C'était un radical socialiste, Laurent Hénac. Et quand Laurent Hénac s'est présenté aux élections cantonales, où comme sénateur, mon père l'accompagnait, on dit cabalé. Je ne sais pas s'il avait un permis de conduire, je ne pense pas qu'il ait permis de conduire. Il n'a jamais conduit. Et mon père faisait son chauffeur en même temps. Et il l'amenait de village en village. Laurent Hénac, c'était un très très bon orateur. Il avait la parole très facile. On raconte qu'au lycée, quand il était élève, donc dans les années autour de 1900, ses camarades le faisaient monter sur une chaise et lui faisaient faire des discours dans la cour. Alors je l'ai entendu, moi, c'est une éloquence qui ne passerait plus aujourd'hui, parce qu'elle était trop boursouflée, trop chaleureuse en mon sens. Elle manquait de sobriété. Mais à l'époque, ça passait bien. Et les gens disaient « Ouh, ce mouchou Hénac, qu'on parle au bi. Ce monsieur Hénac, il parle bien. » Et ça comptait beaucoup à l'époque. Lui, son rôle, ça a été de s'accrocher à cette ligne pour le bien du pays, pour donner du travail dans le pays. Comme il était influent, on peut dire qu'il a porté cette ligne à bout de bras. Il a arraché des crédits, il a multiplié les interventions, il a entretenu l'illusion. C'était quand même un milieu qui était, bon, je dirais pas très pauvre, mais c'était pas, c'était un peu comme on dirait maintenant la France profonde, quoi. C'était avec le milieu cultivateur, le milieu artisan et le milieu commerçant mélangés, hein. Mais beaucoup plus avec des cultivateurs qui avaient des très petites exploitations. Mon grand-père avait 6 vaches, c'était ce que la moyenne à peu près des gens de l'époque, des paysans de l'époque, 6, 7, 8 vaches. Dans les fermes, il était courant qu'il y ait 7, 8 enfants. Bon, il n'y avait pas du travail pour tout le monde. Alors, où c'était partir à la ville, et là, ils avaient du travail sur place. Donc, ils ont beaucoup travaillé. Certes, il y a eu des étrangers, des Italiens, des Serbes, tout. Mais il y a une grande partie de la ligne qui a été construite par les petits gars ici du pays. La construction de la ligne a plus employé de manœuvres que d'ouvriers spécialisés. Je suppose que pour monter les piles en pierre, c'était des maçons spécialisés, mais pour approcher le ciment, approcher les pierres, il fallait beaucoup de manœuvres. Tout le monde travaillait à la ligne. Et ils allaient travailler à la ligne à pied. Vous aviez des gens des villages, que ce soit Prézac, que ce soit Croziol, Frasniatour, Frasniacus. On venait travailler tous les matins au Monastier ou dans les chantiers comme Prézac. Alors ils arrivaient, bien sûr, de la bonne saison, tout le monde travaillait, ils devaient faire au moins 10 heures par jour. Mais ceux qui taillaient les pierres, par exemple, comme à Chabrère, l'hiver ils arrivaient, ils avaient fabriqué des petits abris avec comme des chaumières, avec du genêt. Et l'hiver, tout l'hiver, quand ils pouvaient, ben, ils allaient tailler des pierres. On dit qu'un bon tailleur taillait 7 pierres dans sa journée. Là-bas, on le voit plus. On approche plus près là-bas. Le truc est chaud, non? Non. Oui, c'est la carrière d'orgue basaltique d'où ont été tirées les pierres du pont de la Roucoumène.
Et ces orgues sont horizontaux au lieu d'être verticaux comme ils sont ordinairement dans les carrières. C'est tout un art de la débiter. Un peu comme la lose. Ouais, elle éclate. Donc il y avait tout un art, donner un coup sec pour en découper, pour en couper une tranche qui allait servir de parement sur les ouvrages. On fait des longueurs sur tout le bloc, dire 10, 15, 20 cm, ce qu'on veut. Mais il faut taper un peu tout le tour et après ils se détachent d'un coup. Comme les loses qu'on a dans notre pays aussi. Les loses qui sont sur les toits des fermes. Et là, c'est pas des loses, c'est plus épais. C'est ça que basaltique. Hein. Ouais. Là-bas, il n'y en a pas un qui serait par terre. Là, c'est un bloc, voilà, donc il faisait à peu près 20 cm d'épaisseur. Ouais, ça va mal éclater. Il manque là. C'était une activité formidable, bon, tout en bénéficiait, les marchands, les commerçants des bourgs, les marchands de vin, les restaurateurs, il y a eu beaucoup d'activités de ce côté-là. Et puis il y a eu quand même toute cette activité de matériaux, il fallait du gravier, il fallait du sable pour les constructions, il y avait des carrières qui se sont ouvertes. Dans les carrières, ça a été très important parce qu'à l'époque, ce n'était pas l'époque du béton armé, hein, c'était tous les ouvrages de cette ligne sont en pierre du pays, et il y a beaucoup de gens qui travaillaient aux carrières. Bon, les transports, tout en a bénéficié. Et je ne me rappelle plus du nom là, du monsieur. C'est pas Vilquin celui-là. Je ne me rappelle plus du nom que c'était. On me testera. Il y a les noms là. Je suis née ici. Et mon mari aussi était né ici à Monastier. Alors quand il est sorti de l'école, alors de ce moment-là, ils allaient qu'à l'école jusqu'après le certificat. Alors la ligne était commencée de ce moment-là. La ligne de chemin de fer. Alors il y était rentré comme mousse, quoi, pour aider aux maçons. Et puis alors, à la force, alors que lui, il a été maçon, comme travail, c'était intéressant. Il travaillait carrément au viaduc. Et puis alors, il s'est mis à son compte après. Il s'est marié et il s'est mis à son compte. Alors, il faisait l'entreprise de maçonnerie. Oh, ben, l'ambiance c'était bien, puis il y avait quand même du monde, alors ça faisait marcher le commerce. Moi, mes parents étaient bouchers, mais je me rappelle quand arrivé vers les 4 heures, eh bien, les femmes des maçons, le soir, venaient pour acheter, pour faire la musette, comme elles disaient. Elles faisaient la musette pour le midi. Parce qu'ils portaient souvent, ils portaient leur dîner sur place, ils mangeaient sur place. Ça s'entendait assez bien, il y en avait qui buvaient un petit peu. Mon mari ne buvait pas, lui. Mais il y en avait qui aimaient assez trinquer, comme on dit. Mon père est vendu à un marchand de vin du Monastier, un camion, Berlier, on appelle ça un CBA. C'est un véhicule qui devait porter 2500 kg, 3000 kilos. Eh bien, ce camion, il fallait qu'il fasse tous les jours. Il descendait tous les jours dans l'Ardèche pour aller chercher du vin. C'est-à-dire qu'il remontait tous les jours à peu près 2500 litres de vin. Il fallait 2500 litres de vin pour alimenter tous ces chantiers de la ligne. Pas de vin, pas de travail. Il me dit, là où j'ai gagné de l'argent, c'est pendant la construction de la ligne. Il a vraiment gagné de l'argent à cette époque-là parce qu'il a travaillé très dur, mais c'était bien payé parce que les transporteurs, il y en avait très peu.
quand ça pressait bien, chacun prenait un camion, on prenait ce camion. C'était rien de faire le voyage, malgré les mauvaises routes. Mais quand il arrivait 165 sacs, il fallait les charger à l'épaule. Et 165 sacs, quand il chargeait le camion, il n'avait plus de jambes, il n'avait plus de bras. Et il fallait ramener le camion, le décharger en arrivant et recommencer. C'est sûr que ça a été pour le puits une richesse au moment de la construction formidable, et d'autant plus formidable que ce chantier a traîné en longueur, puisqu'il a traîné pratiquement pendant 35 ans. Ce qui a déjà été un peu suspect, parce que vous avez la grande ligne dont on parlait tout à l'heure de Clermont-Nîmes, hein, sur la partie Haute-Loire, une ligne de 154 km, elle a été terminée en 5 ans. Avec 98 tunnels, des ouvrages d'art extraordinaires. En 5 ans, c'était terminé. Et de ce côté-là, au bout de 35 ans, on avait fait à peu près 30 km de ligne. Donc déjà, on aurait dû réfléchir pourquoi c'est retard, pourquoi... Et bon, c'est manifestement le PLM, il ralentissait, il freinait. Bon, on lui avait un peu imposé cette ligne, mais il sentait venir que cette ligne allait être déficitaire, allait lui coûter beaucoup d'argent. Donc, il freinait. Et bon, les hommes politiques appuyaient, le gouvernement était sensible, il injectait des crédits et ça continuait comme ça pendant 35 ans. Mais c'était la population qui le poussait, à mon avis. C'était les élus. Lui, Loayna, qui, à mon avis, était un homme assez fin. C'est un des fondateurs de l'aviation militaire française, par exemple. C'est pas un homme arriéré, Loayna, voyez-vous. Donc je crois que lui-même avait dû comprendre que le projet était dépassé. Mais il était tellement poussé par les populations et soumis à leur vote qu'il a voulu le réaliser. C'est certain que Lorrainac s'en est servi en fin électorale. Il a mis de l'argent au pays et tout le monde votait Lorrainac. Moi je me souviens le quartier de l'Anglade, ils allaient voter avec le drapeau. Hein. Il y avait quelqu'un qui portait le drapeau, c'était Lorrainac et tout le groupe qui suivait derrière. Et les gens qui suivaient le drapeau, on était sûr qu'ils votaient Lorrainac. Ils votaient en masse. Et oui, Lorrainac avait quand même amené de l'argent au pays. Hein. Et on plaisantait, enfin on chinait même un peu Lorrainac. Un jour il y a eu un banquet des gens de la ligne au Monastier. Et au moment du dessert, on lui a amené un cadeau plié dans un papier. Et bon, il a déplié. Et alors là, c'était un gars du chantier qui avait un peu de talent artistique. Il avait dessiné un train en forme d'escargot. Et puis dessus, il y avait juché Lorrainac et qui faisait avancer le train avec une carotte. Et bah, alors il a découvert ça, il a rigolé, il a fait emballer, il a emporté. Et voilà, et donc on disait ça pourrait aller un peu plus vite, hein, monsieur le ministre. Mais lui, bon, chaque fois qu'on abandonnait des lignes en France, c'est une époque où il s'en est abandonné beaucoup des constructions. Lui, il arrachait toujours un nouveau crédit, la ligne continuait. Bon, il y avait une petite régression, on commençait par dire on fera que les deux extrémités, du côté de l'Ardèche jusqu'à Montpezat, du côté du Puy jusqu'au Monastier, puis après on verra bien. Et puis après on a commencé à dire mais on pourrait faire des économies, maintenant il y a des locomotives électriques. Bon. Mais tout ça sentait un petit peu la fin du projet quand même. Et ça s'est tourné contre lui. Parce que ses adversaires s'en sont servis en disant il nous fait dépenser de l'argent pour rien. Et lorsque... Alors, il a été réélu député en 1932. On peut se demander s'il aurait été réélu en 1936, mais entre-temps, en 1935, il avait passé au Sénat, ce qui le mettait à l'écart des mouvements d'opinion publique. Mais je crois qu'à partir de 1935-36, l'électeur moyen, d'ailleurs excité par les adversaires politiques d'Eynac, se rend compte que c'est un échec et s'en servent contre lui. Et on dit, c'est une loi Eynac, une loi démagogique qu'il a fait faire pour ses intérêts électoraux.
quand on a vu que la ligne était si peu avancée, qu'elle n'allait pas se terminer, que les frais augmentaient considérablement, que les transports routiers arrivaient et concurrençaient le train, on s'est accroché à un autre mythe, c'était de faire la ligne, le premier tronçon du Puy au Monastier, 20 km. On s'est accroché à ça. Ah, alors on peut se demander pourquoi faire. Hein. Mais là, bon, pratiquement ce tronçon, le Puy, le Monastier, a été terminé. Les gares étaient faites, la voie était terminée, les rails étaient approvisionnés, ils étaient en gare de Brive-Charensac, et on en était là en 1940. Voilà. Bon, Laurent Hénac annonçait que le train, quelques années avant, il avait dit dans 5 ans on inaugure la ligne. Moi j'ai vu des gens qui avaient même vu les horaires de la ligne du Puy au Monastier. Et puis en 41, 42, je ne me rappelle pas exactement, il y a eu l'arrêté de déclassement, le gouvernement a dit stop, c'était fini. Bon, en 42, la France avait d'autres problèmes, d'autres soucis, c'était le gouvernement de Vichy. C'est passé un peu inaperçu, mais ça s'est terminé comme ça, un peu tristement. Je crois qu'il y a eu une bonne bataille parce que chacun voulait sa gare, chacun voulait son passage à niveau. Et puis bon, l'Entrillac a eu sa gare, l'Aussonne a eu sa gare et puis elle n'a jamais servi. Alors à l'intérieur, on ne peut pas y voir, mais à l'intérieur, il y a le guichet qui est tout près. Il manque que le chef de gare et les billets. Nous, au Monastier, on a toujours pensé quand même que le train arrivait jusqu'au Monastier, parce que le basalte, la pierre cassée était posée sur la voie, et il suffisait de poser les rails, le train pourrait arriver jusqu'au Monastier, tout était prêt. Mais en 1943-44, quand les Allemands sont arrivés à Paris, au Puy, ils ont eu cette masse énorme de ferraille, ces rails. Ils ont embarqué les rails et les traverses. Quand on a eu parti les rails et les traverses, on dit cette fois-ci c'est la fin complète de la ligne. Mais je crois qu'il ne faut pas... Moi, Laurent Hénac, pour l'époque, était un homme de gauche. Je dis bien pour l'époque, parce qu'aujourd'hui, il se situerait probablement pas à l'extrême droite, mais au moins au centre droit. Ben, moi, je suis d'une famille qui, à l'époque, qui était de droite à l'époque. Et dans ma famille, Laurent Hénac, c'était le diable. Mais vraiment le diable. Parler de Laurent Hénac, c'était comme si on avait invoqué Satan. Comme historien, je l'ai étudié, et je sais que c'était un bon diable. C'était un homme obligeant, serviable, qui rendait service sans regarder l'opinion publique des gens. Il a rendu service à des tas de curés notamment. Lui-même n'était pas pratiquant certainement, mais c'était un esprit extrêmement tolérant et qui a été utile au département. Parce qu'il a un chemin de fer. Il a raté son opération, il nous a fait faire des routes, il nous a fait faire des ponts, il a fait ouvrir des bureaux de poste, voyez-vous. Donc il a rendu de très grands services et de ces services élémentaires, comme on dirait aujourd'hui, la politique de présence, vous voyez. Ce serait un modèle pour beaucoup de parlementaires de la République actuelle. La ligne a été remise au service des domaines en vue de son aliénation au profit du Trésor. Ça veut dire qu'il fallait la vendre. Donc le service des domaines a mis cette ligne en vente. Et sa première idée, qui était bonne, était de la proposer au département de la Haute-Loire, de l'acheter en totalité pour en faire une route départementale. Bon, ça devait être en 58, il me semble, autant que je me rappelle. Bon, la question est devenue devant le Conseil général de la Haute-Loire, qui à l'époque a refusé. A refusé parce qu'il a trouvé que les frais à engager seraient trop importants et donc il n'a pas voulu acheter la ligne. Donc le service des domaines, voyant ça, il a mis la ligne en vente par petits morceaux. Donc il a vendu à ceux qui voulaient en acheter des bouts, c'était essentiellement les communes quand même.
C'était une immense bâtisse en fer avec une passerelle centrale et dans laquelle on pouvait descendre et jouer. Et c'était un lieu privilégié de jeu parce qu'on y venait en bande, on descendait dans la carcasse de fer du pont métallique et on circulait dans la passerelle centrale et dans notre tête on imaginait un petit peu les trains qui auraient pu passer dessus puisque le bruit de nos pas déjà faisait du bruit, enfin retentissait un peu dans la carcasse. Il a eu une triste fin, il a été découpé au chalumeau, je l'ai vu faire et c'est vrai que j'ai eu un pincement au cœur hein, quand les poutrelles d'acier sont tombées dans la vallée, là, hein, c'était assez spectaculaire et c'était un peu une partie de mon enfance qui partait, quoi, la ferraille. Moi, ce que j'ai toujours pensé, c'était prendre un petit tracteur agricole comme il y a sur le puits, un petit tracteur qu'on transforme en locomotive pour du USP, hein, 4-5 wagonnets, et prendre des touristes de la région l'été, et promener tout le long de cette ligne de chemin de fer, parce qu'on passe dans des endroits merveilleux, hein, des endroits merveilleux où il n'y a pas de route, et on pourrait découvrir un panorama magnifique. Et maintenant, la ligne est coupée avec la démolition de ce viaduc. À l'époque, quand ils ont démoli ce viaduc, ils pensaient faire une fortune. Et je crois qu'il avait rapporté 20 000 francs à la commune. C'est dérisoire. Je crois qu'on ne comprend pas maintenant ce qu'a été dans la première moitié de la Troisième République, c'est-à-dire l'époque qui va à peu près de 94, ces deux réalités, l'école de hameau et le chemin de fer local. Ces deux réalités qui ont été longtemps les deux principaux bienfaits de la République et qui après sont devenus des mythes. D'ailleurs, la disparition des écoles de hameaux commence en même temps que le déclin du chemin de fer entre les deux guerres. Parce qu'à ce moment-là, à la fois la diminution de la population et les progrès de l'automobile rendent des écoles de hameaux moins nécessaires, de même que on rend le chemin de fer local moins nécessaire. Oui, et puis c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas grand-chose à transporter finalement. Ça, on ne l'a jamais beaucoup étudié. Même les gens du PLM, quand ils ont présenté leur projet, on ne voit pas une étude de rentabilité de la ligne. Ils espèrent que cette ligne va devenir fructueuse. Ils espèrent. Mais ni tonnage, ni tout ça, jamais... Quand le département a été sollicité pour l'acquisition des terrains, pour donner des subventions, il y a un conseiller général, il a dû passer pour un grincheux, qui a demandé quand même, avant de donner ces subventions, on pourrait savoir combien il y aura de trains par jour sur cette ligne. Alors là, il a été envoyé dans les cordes par le président qui lui a dit ça, on le verra quand la ligne sera ouverte. Voilà ce qu'il lui a dit. Bon, et le département a voté presque à l'unanimité. À l'époque, c'était être rétrograde qu'être contre le chemin de fer, et même oser suspecter qu'il ne serait pas rentable. La maison, nous l'avons achetée en 1967 avec mon père pour en faire une maison de vacances. Et parce que de son seuil, on y voyait les deux viaducs de Chabannes et de Fonfrède où mon père avait été compagnon charpentier au moment de la création, de la construction de la ligne 2.
Et son entreprise étant ensuite partie dans le milieu de la France pour aller construire un autre viaduc près d'Arles, c'est ce qui explique mon accent. Mon père est allé faire ce viaduc et a trouvé que le climat était meilleur dans le Midi qu'ici, et donc il y est resté. Voilà. Donc c'était en quelque sorte en 1967 un petit retour aux sources de la terre qu'il avait quittée. Voilà. Et donc en amont, on a la gare, vous avez vu la gare qui était la gare de l'Aussonne, donc qui a été transformée en colonie de vacances de la SNCF. Et un petit peu plus loin, la même maison semblable de garde-barrière aussi, puisque la voie était jalonnée. On appelait ça des maisons de garde-barrière. En fait, c'était plutôt des maisons qui étaient destinées à abriter des couples dont le mari assurait l'entretien, un minimum d'entretien de la voie ferrée. Et ces maisons avaient été construites dedans, mais jamais habitées. Et pendant les premières années, elles ont été entretenues, elles ont été ouvertes et fermées tous les jours. Puis ensuite, elles ont été laissées à l'abandon. Chacun est venu se servir, qui a pris les fenêtres, les volets, les portes. Les bergers y ont fait du feu, ce qui fait que quand nous l'avons acheté en 1967, il restait pratiquement plus que les 4 murs. Et donc nous l'avons remonté à ce moment-là. Et depuis, nous y avons passé des vacances un peu solitaires, réveillées simplement par les oiseaux. Puis cette maison n'a ni eau ni électricité. Elle a un puits simplement, donc on est réveillé par le chant des oiseaux. Vous en trouverez peu qui critiquent la réalisation de cette ligne. Bon, soit que beaucoup ont des parents, des ancêtres qui ont travaillé sur la ligne. Bon, pour eux, il y a un attachement sentimental quand même. Là. Et puis, bon, cette ligne a apporté de l'argent dans le pays. Bon, après tout, c'était une conquête inutile, c'était quelque chose d'inutile, mais pendant que l'argent arrivait, ils ne s'en plaignent pas. Il aurait peut-être fallu savoir arrêter à une certaine époque. C'est dans les années 30. Enfin, de 30 à 36, il ne s'est quand même pas dépensé beaucoup d'argent parce que tous les gros ouvrages étaient terminés. Et je dirais il restait presque du bricolage à faire le long des lignes, à comparer ce qu'il y a eu. D'un autre côté, ça a formé des gens, c'était une très bonne école. Une très bonne école parce que les gens qui sont partis du pays pour travailler comme charpentier, comme forgeron, comme maçon, ils sont appris au monastier. Ils sont formés ici pendant la construction de la ligne. C'est quand même un projet qui date du siècle avant-dernier, hein, du siècle 1800-1900. Hein. À une époque, bon, quand il est né ce projet, il était dans son époque, il était vraiment concevable, mais quand il a abouti, quand il était prêt à démarrer, c'était plus son siècle. On avait changé de siècle, on avait changé d'époque, voilà, tout avait changé. Et d'ailleurs, depuis combien d'autres lignes qui ont été exploitées et qui sont abandonnées, hein, ça se voit bien, même en Haute-Loire, hein, bon, il y avait une ligne qui s'est ouverte à la même époque, entre Le Puy et Langogne pour se raccorder au Cévenol. Bon, elle a été exploitée une vingtaine d'années, ça a été lamentable, ça a été vraiment aussi une gabegie, on en parle moins, elle est moins connue, mais c'est une ligne qui passe juste là d'ailleurs. Eh bien, elle a transporté des voyageurs un peu pendant la guerre, voilà ce qu'elle a transporté, et après la guerre, trafic voyageurs stoppé, et après un petit peu de marchandises, très peu, et voilà, c'est une ligne qui a été arrêtée aussi. Et combien il y en a comme ça ? Il a servi de cave d'affinage pour la fromagerie du Velay. Donc pendant une vingtaine d'années, ils affinaient le fromage. Après un dernier temps, ils ont même fait des essais de pleurotes, de champignons sur des bottes de paille, mais ça n'a pas réussi tellement, donc ils ont abandonné. Puis ils s'en sont servis pendant 4-5 ans de dépôt. Tout le vieux matériel de la fromagerie était entreposé ici dessous. Et puis ils ont tout évacué, ils ont laissé la place libre. Il faut savoir qu'il appartient à la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Il appartient toujours à la DRAC, qu'il avait gardé pour abriter des œuvres d'art en cas de conflit, en cas de guerre ou autre.
Et donc les deux accès des tunnels font partie de la Drac. Voilà, super, serre bien les pieds, la colline. 3, 2, 1, go, tu pousses. C'est très ouvert comme paysage, donc on ne se sent pas angoissé, stressé par un trou. Ça fait que c'est relativement facile de se mettre dans l'idée de sauter. Voilà, c'est la première salle. Si on était dans un château, on pourrait appeler ça une meurtrière, mais en fait c'est une aération. Du fait que l'entrée est étroite, on se demande un petit peu où est-ce qu'on rentre quand on y pénètre. Et une fois qu'on y est, on voit que c'est des grandes salles qui peuvent servir d'abri ou de cachette ou d'abri surtout pour passer une nuit. On ne voit pas de traces au sol que des gens soient venus récemment. Hein, est-ce que les jeunes, ils ont d'autres distractions. Hein, nous à l'époque, on prenait les vélos, les mobylettes, et puis on partait à droite et à gauche en bande. Et on avait trouvé ces lieux-là. Il y a le côté opposé du viaduc qui est aussi identique à celui-ci, mais moins facile d'accès. Mais tout ce qui était, à l'époque, tout ce qui était souterrain nous attirait énormément. Hein. C'était un petit peu aller dans des endroits inconnus, les cavernes, c'était quelque chose qui excitait notre curiosité. Hein. On venait sans faire attention à l'ouvrage, on y venait sans penser aux constructeurs ni à ceux qui ont travaillé, hein, parce que avoir ces murs alignés comme dans une cathédrale, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Hein, mais à l'époque, on ne pensait pas à ça, c'était le jeu qui primait, et c'est que plus tard qu'on a réalisé l'énergie qui a été dépensée et le travail qui a été fourni par les bâtisseurs. Hein. Ah, vous êtes ouais. Il y a lui que le Roumain. Oui. Et bon. Il y avait la barrière. Il est beau, hein? Les piliers du garde-corps du viaduc. Oui. Je l'avais vu, mais voilà. Ils n'ont pas pu le poser. Ils l'ont pas posé. Et pas qu'est-ce qu'il y a eu. Parce qu'en monarchie, ils ne voulaient pas une chose. Il y en avait qui voulaient démolir
le viaduc de la commune, rien que pour les pierres. Ah. Au monastère, ils n'ont pas voulu. Heureusement. Ah non, non. Heureusement. On n'a pas voulu toucher ça. Eh oui. Ils en avaient entamé quelque peu. De l'autre côté, vers les, Oui, oui, vers les supports. vers les entrées. Là. Oui, oui. Ouais, pas bien. Ah oui. Ah, c'est le viaduc que je pensais, d'accord. Mais je l'ai vu traverser celui-là. Oui, oui. Et là, qu'il y en a eu un qui s'est tué. Oui. Il s'en est tué trois. Un à Penfred, l'autre au Rouen, au viaduc du Rouen, et un autre à la Perle, du côté du Prieuré. Au Prieuré là-bas, oui. Ben, voilà, il y a vu que là, Ah, il a des piliers qui sont magnifiques. Il avait traversé à partir des Brives avec l'Argo et pum 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 pum. À y aller. On en parlait depuis 50 ans. Eh oui.